Depuis longtemps, on parle de la dépendance des exportations brésiliennes vis-à-vis de la consommation alimentaire chinoise, ce qui est effectivement vrai. Et cela a été quelque chose qui a augmenté au cours d'au moins une vingtaine d'années. Mais le grand problème, c'est la façon dont cela a rendu les dirigeants brésiliens confortables, avec des dépenses excessives et un manque d'investissement dans des projets stratégiques à long terme. Après tout, il semblait que ce ne serait pas nécessaire, car l'argent affluait pratiquement au Brésil sans grand effort. L'État du Mato Grosso, entre 2010 et 2020 par exemple, a connu une croissance de 215%, presque quadruplant son PIB. Le Mato Grosso do Sul a plus que triplé et l'État de Goiás a pratiquement doublé son PIB. Entre 2010 et 2020, une croissance supérieure à 100%, c'est vraiment impressionnant. Mais si l'on regarde l'année 2000 en 20 ans, cette croissance est encore plus impressionnante, car elle a été de 935%, c'est-à-dire que l'État a presque décuplé en 20 ans. Le centre-ouest dans son ensemble a connu une croissance de 250% entre 2000 et 2010 et de 125% entre 2010 et 2020, soit en 20 ans, l'incroyable chiffre de 700%. Cette énorme expansion est essentiellement due à la production alimentaire, principalement des produits fossiles, en grande partie grâce à l'argent chinois qui achetait cette production alimentaire. Et bien sûr, cela a entraîné une augmentation de la population dans la région du centre-ouest, jusque-là abandonnée. Mais aujourd'hui, en plus d'avoir vu sa population augmenter, elle se présente aussi comme une population assez enrichie par rapport à la moyenne brésilienne. Alors que Brasilia a été un projet raté, visant à occuper l'intérieur du pays, qui n'a fait que condamner le Brésil sur le plan géopolitique. Ce qui a fait la différence pour la recette du succès à l'intérieur du Brésil, c'est l'agrobusiness et l'argent étranger, surtout l'argent chinois. Tout cela serait bien s'il n'y avait pas quelques problèmes. Plus précisément, la démondialisation qui arrive, le ralentissement économique chinois et la crise démographique, inévitable à cause de la démondialisation. Comprenez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le monde deviendra moins mondialisé à l'avenir, mais la principale est le retrait des États-Unis, qui ne financeront plus le commerce maritime mondial. Une chose qui me révolte beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui sont contre la mondialisation parce qu'ils confondent mondialisation et globalisme. La mondialisation, c'est simplement l'intensification de la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que la spécialisation des régions ou des pays. C'est grâce à ce processus de mondialisation sans précédent historique, entre 1950 et 2020, que le monde a atteint les plus hauts taux de croissance de richesse de toute son histoire. La faim a atteint des niveaux minimaux, le taux de mortalité a chuté. La création de richesses matérielles et immatérielles a été la plus grande jamais réalisée en si peu de temps depuis que nous avons inventé le feu à la préhistoire. Et ce que beaucoup de personnes anti-mondialisation ne comprennent pas, c'est qu'il est impossible pour n'importe quel pays de produire tout ce dont il a besoin. Que ce soit parce qu'il va manquer certaines ressources, ou la technologie, ou des personnes qualifiées dans tous les domaines. Et la mondialisation a résolu ce problème. Parce que si vous ne produisez pas quelque chose, vous pouviez l'acheter à un prix relativement bas. Et cela est très important. Avec la certitude que cela arriverait dans vos ports, parce que maintenant les lois maritimes interdisaient la piraterie, les blocus navals ou les blocages de passage. Sans cela, comprenez une chose simple. La société moderne va s'effondrer. Et pendant que beaucoup de gens, quand ils pensent à la société moderne, se révoltent contre cette modernité à cause d'aspects culturels ou comportementaux qui viennent de TikTok, Twitter ou Instagram. En réalité, vous devez penser aux médicaments, à la nourriture bon marché, aux ordinateurs, aux pièces pour les usines, aux équipements hospitaliers, et ainsi de suite. Des choses qui, si elles deviennent trop chères, vont faire baisser votre niveau de vie. Et par conséquent, il y aura plus de pauvreté, plus de personnes malades, plus de faim, et ainsi de suite. Ne vous laissez pas tromper par des futilités comme ces réseaux sociaux. La mondialisation a été importante et c'était une bonne chose. Et cet enrichissement sans précédent entre 1950 et 2020 s'est produit pour deux raisons. Les États-Unis devaient approuver l'efficacité du capitalisme face au socialisme durant la guerre froide. Et ils ont fait cela en stimulant le commerce mondial, en veillant à ce que les lois du commerce mondial soient appliquées et que les routes maritimes soient protégées contre la piraterie. Les blocus navals n'étaient plus tolérés, sauf avec l'autorisation des Nations Unies, ou s'ils impliquaient le désarme et la fermeture des routes maritimes.
Mais le blocus de navires transportant de la nourriture, par exemple, n'était plus autorisé. Vous pouviez acheter et vendre à n'importe quel pays du monde, il suffisait d'avoir accès à la mer d'une manière ou d'une autre, et la deuxième raison s'est produite sur Terre. Cette masse territoriale eurasienne, qui a toujours été agitée, marquée par des guerres et le sous-développement, a été contrôlée d'une main de fer par l'Union soviétique. Que vous les aimiez ou non, le fait était qu'ils ont au moins stabilisé la région. Les chefs militaires n'attaquaient plus et ne pillaient plus parce que, en gros, soit ils acceptaient d'entrer dans le système soviétique, soit ils étaient en tués. Et la région a vu la création d'infrastructures, comme des ports fluviaux, des routes, donc des aéroports, des chemins de fer, des industries, et ainsi de suite. Cela s'ajoute à la construction d'hôpitaux et d'écoles, qui ont offert un bon niveau d'éducation à cette population. Cela a apporté une stabilité et une instruction que la plupart de ces peuples n'avaient jamais eue. Et après l'effondrement de la guerre froide, ils disposaient de suffisamment de stabilité, de structures gouvernementales, administratives et d'infrastructures pour pouvoir participer au commerce mondial qui était désormais dirigé pratiquement seul par les États-Unis. Donc si l'on considère la Chine des années 80 une vaste population, avec une éducation modérément bonne, avec des infrastructures et une organisation politique, qui, à partir des années 90, allait déproduire massivement tout ce qu'il pouvait en produire. Qu'est-ce qui a fait que des choses qui étaient autrefois terriblement chères sont devenues ridiculement bon marché et accessibles à la population, même la plus pauvre ? Pour votre grand-mère et arrière-grand-mère, une machine à laver était pratiquement un rêve que seules les familles riches pouvaient se permettre. Mais maintenant, la classe moyenne inférieure, et dans certains pays même la classe inférieure, pouvait en acheter une. Même en plusieurs fois, cela est devenu accessible. Pas que ce soit devenu très bon marché, mais au moins c'est devenu accessible. Et pour approvisionner ce commerce industriel, la Chine ne produisait pas assez de nourriture, d'autant plus qu'au fur et à mesure qu'il s'enrichissait, il consommait de plus en plus. Et c'est là que le Brésil entre en jeu, car à mesure que la population chinoise augmentait en nombre et en pouvoir d'achat, le Brésil vendait de plus en plus aux Chinois. Sauf que, comme je l'ai dit, le début de la démondialisation est arrivé. À partir de 2020, les États-Unis ne sont plus intéressés à financer cette structure de commerce mondial qu'ils ont créée. Et, il n'existe aucun pays ayant la force ou l'intérêt de remplacer ce rôle à l'échelle planétaire, tout au plus au niveau régional. Ce qui nous amène au deuxième problème qui est le ralentissement économique chinois. Qu'elle entre ou non en crise économique, cela importe peu. Parce que même si elle n'entre pas en crise, elle ne connaîtra plus les niveaux de croissance qu'elle avait jusqu'à présent. Et par conséquent, sa consommation va diminuer. Non seulement parce que sa population diminue, donc nous, Brésiliens, aurons moins de bouches chinoises à nourrir, mais aussi parce que l'économie, ne croissant plus comme avant, fera que le chinois moyen ne consommera plus autant qu'auparavant. Je n'allais pas entrer dans les détails du troisième problème ou de la crise démographique que toute la planète va affronter, parce que c'est un sujet dont j'ai déjà beaucoup parlé ici sur la chaîne. Ce sera la mère de toutes les crises, la pire crise que l'humanité ait jamais affrontée depuis la Révolution. Alors concentrons-nous seulement sur ces deux problèmes que j'ai mentionnés, parce que le Brésil doit se préparer à, disons, une situation post-Chine, et ici nous allons voir à quel point ce sera très très difficile. C'est parce que, fondamentalement, quand tout cet afflux d'argent est arrivé, nos dirigeants n'ont pas planifié. Et maintenant, on va en payer le prix parce qu'ils ne l'ont pas fait. Les devoirs, c'était d'investir dans les infrastructures, la science et la technologie, et d'autres projets à long terme. Le premier pays dont j'entends certaines personnes dire qu'il remplacera la Chine et qu'il pourrait encore servir de moteur à notre économie, c'est l'Inde. Mais il y a tellement de problèmes concernant l'Inde, tellement que je trouve cela effrayant. Comment autant de gens peuvent-ils penser que l'Inde sera la prochaine Chine, juste à cause des chiffres de sa population, ou la croissance économique que je trouve aussi très discutable. Ces chiffres d'ailleurs ne sont même pas fiables. Mais je vais me concentrer sur l'essentiel, et ignorer le fait que l'Inde est une poudrière avec un énorme potentiel d'explosion d'ici 2050. Le premier facteur est que l'Inde est un grand producteur de nourriture, capable de subvenir à ses propres besoins de manière assez raisonnable et même d'exporter.
Et le deuxième, c'est que le PIB par habitant de l'Indien est bien inférieur, environ 6 fois plus bas. Donc même si la population a déjà dépassé celle de la Chine, l'Indien a un pouvoir économique 6 fois moindre et donc on ne peut pas échanger. Bien sûr, cela pourrait changer à mesure que l'Indien moyen augmente son pouvoir d'achat en consommant de plus en plus. Mais les indications montrent que même si l'Indien augmente son pouvoir d'achat, il n'atteindra pas le niveau des Chinois. Même avec la croissance de leur économie, et même si, miraculeusement, les Indiens pouvaient en consommer autant que les Chinois aujourd'hui, cela ne résoudrait qu'une partie de nos problèmes. Parce que même s'ils venaient à avoir besoin d'approvisionnement alimentaire, cela n'inclurait pas notre secteur de l'élevage. Parce que 33% de la population indienne est végane ou végétarienne, et 8% de plus consomment de la viande, mais seulement du poisson. Donc nous n'atteindrions pas 41% de la population indienne. Et le reste qui mange même de la viande. La grande majorité, quant à elle, ne mange pas de viande bovine, ce qui élimine presque totalement l'élevage bovin brésilien. Et en tenant compte de l'augmentation constante de la population musulmane en Inde, on peut aussi inclure qu'ils ne consommeront pas nos porcs. Donc l'Inde ne remplacera certainement pas la Chine. Nous avons aussi l'Indonésie, pays prometteur qui importe déjà beaucoup du Brésil. En plus, bien sûr, de sa population qui est nettement inférieure à celle de la Chine et de l'Inde, son pouvoir d'achat est également inférieur à celui de la Chine. Et de toute façon, la majorité de la population est musulmane. Donc la viande de porc est également exclue. Personnellement, je pense que l'Indonésie est même plus prometteuse que l'Inde, surtout à long terme, mais elle ne sera pas un équivalent de la Chine. Alors nous avons la nouvelle coqueluche de l'agrobusiness brésilien, le Moyen-Orient. Et ici, il y a beaucoup de complications, parce que le processus de démondialisation va frapper cette région de plein fouet, à un niveau épique. Parce que ce que nous devons comprendre à propos du Moyen-Orient, c'est comment sont et ce que feront les 3 principaux acteurs de la région, la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ou 4 si l'on inclut l'Égypte, l'Afrique du Nord, ce qui est même plus approprié car c'est un pays qui a un énorme poids dans la région du Moyen-Orient. Israël est une force militaire redoutable et surtout nucléaire, mais ce n'est pas un acteur d'influence directe dans la géopolitique du Moyen-Orient. Elle influence indirectement, mais pas directement. Elle n'a pas toutes les conditions nécessaires pour cela, seulement le facteur militaire, essentiellement. Elle n'a pas l'économie, la population, les relations culturelles, les liens politiques ou la taille pour être l'un des leaders de la région. Au contraire, elle essaie de naviguer à travers la rivalité. Parmi ces 4 pays que j'ai mentionnés, son économie est même plus grande que celle de l'Iran et de l'Égypte, mais cela ne suffit pas à compenser. Donc si nous voulons parler du Moyen-Orient, nous devons vraiment parler de la Turquie, de l'Égypte, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, car ce sont eux qui vont déterminer le destin de la région. Et en commençant par l'Iran, nous avons le problème démographique. Les Iraniens sont touchés par la crise démographique, avec une faible natalité et un vieillissement accéléré. Donc à long terme, ils auront de sérieux problèmes pour maintenir leur structure. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'Iran n'est pas un acteur qui exporte le radicalisme islamique. Les gens utilisent l'expression chiite pour désigner quelque chose de radical. Mais dans le contexte du Moyen-Orient, l'Iran est l'un des acteurs les plus modérés qui existent, car c'est à partir de lui que le niveau de radicalisation diminue. Ils sont une semi-démocratie progressiste, et même avec la présence des États-Unis en Afghanistan et en Irak, la situation était préoccupante pour les Iraniens. Oui, les États-Unis cessent d'être une préoccupation future pour devenir un risque immédiat. Le retrait des États-Unis d'Afghanistan a remis les talibans au pouvoir et va enflammer toute la région de l'Asie du Sud et de l'Asie centrale. Et la seule barrière pour empêcher que cette ferveur islamique ne se dirige vers le Moyen-Orient occidental, c'est l'Iran. Ce n'est pas un hasard s'il y a déjà eu 3 menaces de guerre entre les 2 pays en seulement 2 ans. Donc la situation de l'Iran est dramatique à long terme. Ce n'est pas un hasard s'ils soutiennent la Russie, car ils ont besoin au moins de stabiliser leur flanc nord-ouest, près du Caucase. Un autre acteur est l'Arabie Saoudite, et ici il y a une multitude de défis, car traditionnellement les élites saoudiennes, en fait les élites de toute la péninsule arabique. Ajoutez aussi les Émirats arabes unis, Oman, le Yémen, etc.
Ils ont toujours ressenti l'existence de menaces extérieures qui pourraient les pousser hors du pouvoir. En même temps, leur gouvernement dépense presque toute leur énergie politique à contenir les dissidents internes. Et comme ils sont, malgré leur richesse, faibles et artificiels. La seule façon que ces dirigeants ont trouvé pour rester au pouvoir. Après la chute de l'Empire ottoman, ils ont cherché des puissances étrangères qui garantiraient leur souveraineté. D'abord avec l'Empire britannique, puis après la Seconde Guerre mondiale avec les Américains. Mais alors que ces derniers quitte-boucle la région, ils se tournent vers la Chine pour ce rôle. Donc si le projet chinois échoue, au revoir, la péninsule arabique sera condamnée, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si c'est mauvais pour le Brésil de dépendre de la Chine et que cela fait peur, une situation de retrait chinois pour les Saoudiens et les autres pays de la péninsule arabique est encore pire. C'est désespérant. Les scènes que nous voyons des Houthis au Yémen menant de véritables attaques de pirates seront la nouvelle réalité dans les prochaines décennies. L'Arabie saoudite est absolument dépendante de tout ce qui concerne la nourriture, les médicaments et tout produit industriel, à l'exception du pétrole et du tourisme religieux. Le pays n'a aucune base. Et même pour maintenir son pôle énergétique, elle a besoin de l'approvisionnement industriel de l'extérieur. Donc nous avons une grande population, majoritairement masculine, jeune, au chômage, sans qualification, qui avec le pays subissant des fluctuations, a tout pour exploser. La situation est dramatique, similaire à celle de l'Égypte, dont nous allons parler. Si nous regardons la carte de l'Égypte pendant la journée, nous voyons essentiellement un carré, mais si nous regardons cette carte la nuit, nous voyons que malgré la forme carrée de ses frontières, le pays ressemble pratiquement à un T, avec la colonne de ce T qui longe le Nil et la partie supérieure, avec les zones fertiles, dans la zone de connexion avec la mer Méditerranée. Et ce n'est pas un hasard si le reste du pays est pratiquement un désert inhabitable. Sans le canal de Suez, la situation serait pire. Le pays a même réussi à atteindre un certain degré d'industrialisation, il joue un rôle important dans la production de coton, mais il dépend de l'approvisionnement pour presque tout ce que vous pouvez imaginer, pour subvenir aux besoins de sa population. De 110 millions de personnes qui sont de plus en plus concentrées dans des villes où n'importe quelle fluctuation, même modérée, n'a même pas besoin d'être grave, qui viendrait toucher en même temps l'approvisionnement, l'inflation, le chaos et le chômage. Et voilà, nous aurions des explosions populaires. L'inflation là-bas est élevée aujourd'hui, mais le faible taux de chômage a permis de tenir le coup. Parce que la dernière fois qu'elle a dépassé les 2 chiffres, nous avons eu le début des manifestations sur la place Tahrir, qui a déclenché la vague du printemps arabe dans toute la région. Donc le pays n'est pas seulement extrêmement vulnérable à ce processus de déglobalisation, mais même s'il n'y avait pas cette déglobalisation, c'est un pays qui est tout simplement insoutenable. On peut s'attendre à plusieurs places Tahrir, pour ainsi dire, dans cette décennie ou la prochaine, et ensuite dans les décennies suivantes. Attendez-vous à une famine d'une ampleur biblique, ce qui entraînera plus d'insurrections et une immigration de masse. Ce ne sera pas beau à voir. La seule question est de savoir quelle sera l'ampleur de cette rupture et combien de temps il reste avant qu'elle n'arrive. Mais ensuite, nous avons la Turquie qui, honnêtement, s'en sort plutôt bien malgré une inflation énorme. C'est l'acteur le moins compliqué des 4 grands du Moyen-Orient. Depuis les années 1960, ils construisent réservoir sur réservoir dans le pays. Et quand on pense au Moyen-Orient, on pense au pétrole. Cependant, dans une région qui, pour la plupart, est composée de déserts arides sans accès aux ressources en eau, la ressource la plus importante n'est pas le pétrole, mais l'eau. Et aujourd'hui, les Turcs contrôlent la majeure partie des sources d'eau potable de la région, et bientôt, ils auront pratiquement un monopole. Cela va faire en sorte que de nombreux pays de la région deviennent dépendants des décisions des Turcs concernant le flux d'eau, ce qui sera un facteur d'impact géopolitique énorme. Ils disposent également d'un pôle industriel modéré et d'une production alimentaire qui approvisionne partiellement toute la région. Ce pouvoir turc est devenu encore plus évident pendant la guerre en Ukraine. Les Turcs ont défié les Russes en vendant des armes aux Ukrainiens et les Russes n'ont rien pu faire. Parce que si les Turcs ferment leur détroit, la marine russe est en difficulté. En même temps,
ils ont continué à faire des affaires avec les Russes, défiant ouvertement les pressions de sanctions et d'embargo que l'Occident a tenté de leur imposer concernant la Russie. Et même avec ces défis, et même en compliquant l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, l'Occident n'a rien pu faire. Parce que non seulement la Turquie est pratiquement la seule zone qui peut servir de plateforme opérationnelle pour l'OTAN au Moyen-Orient, comme il se trouve sur la route des alternatives de pétrole et de gaz qui pourraient remplacer l'énergie russe provenant du Moyen-Orient et du Caucase. Et ils retiennent encore à l'intérieur de leurs frontières environ 1,6 à 2 millions de réfugiés qui veulent entrer en Europe. Si les Turcs ouvrent la porte, ils vont inonder les Balkans et l'Europe de l'Est avec des réfugiés du Moyen-Orient. Cette région est l'une des rares qui n'a pas encore été touchée par les crises religieuses et culturelles causées par les immigrants islamiques. Donc c'est une position stratégique. Et à mesure que nous avancerons dans le processus de déglobalisation, son rôle comme acteur de stabilisation au point central de connexion entre l'Asie et l'Europe sera fondamental. En fait, la Turquie est l'un des rares, peut-être même le seul pays, qui pourrait bénéficier du processus de déglobalisation. Parce que sa position n'est pas seulement stratégique, elle est vitale. Cependant, les Turcs importent très peu du Brésil, presque rien, et ils se dirigent également, même si c'est plus lentement, vers une crise démographique. Ils auront aussi quelques défis à relever. Et à mesure que la population non turque augmente en Turquie, tandis que leur population native diminue, ils auront une bombe entre les mains, avec laquelle ils devront composer. Donc la Turquie, qui était le seul pays à mieux gérer la situation, reste aussi une incertitude pour l'avenir. Ce qui nous amène à l'Afrique. La population continue de croître, même si la croissance ralentit, mais elle continue d'augmenter. Mais le problème en Afrique est multiple. Leur pouvoir d'achat, en général, est encore plus faible que celui des Indiens, mais il n'y a aucun signe qu'il va augmenter. Le continent est extrêmement dépendant de l'approvisionnement alimentaire extérieur et sa faible production alimentaire, qui n'est pas suffisante pour subvenir aux besoins de sa population, dépend fortement des engrais et du matériel agricole provenant d'autres pays. Sa population dispose d'une main-d'œuvre très peu qualifiée et l'infrastructure est absolument minimale. Donc, il n'y a aucune chance de voir un boom industriel significatif dans la région qui viendrait changer l'équation industrielle mondiale ou même régionale. Au contraire, à mesure que cette déglobalisation s'accentuera, nous verrons de plus en plus d'insurrections, de guerres civiles, de chutes de gouvernements, de coups d'État et ainsi de suite. Si vous êtes né après les années 2000, alors vous n'avez pas vu. Si vous êtes né dans les années 90, vous ne vous en souviendrez pas. Mais si vous êtes né dans les années 80, 70 ou avant, vous vous souviendrez des scènes d'enfants souffrant de malnutrition et des scènes de guerre civile barbare en Afrique. Cela, bien que cela n'ait jamais cessé, a au moins considérablement diminué entre les années 2000 et 2020, mais cela recommence à augmenter. Et nous verrons de plus en plus ces scènes à court terme. Et probablement encore plus intense que dans les années 90 à moyen et long terme. La crise qui frappe le Soudan du Sud, et le Soudan est déjà historique. Elle est simplement peu mentionnée par les médias. Maintenant, j'ai mentionné l'Égypte il y a peu de temps. Eh bien, ce que j'ai dit sur ce qui va arriver à l'Égypte arrivera à presque tous les pays d'Afrique du Nord. Seuls le Maroc, la Tunisie et l'Algérie connaîtront une certaine stabilité, au moins temporaire. Ils parviendront peut-être même à surmonter ces crises, mais ils auront énormément de difficultés à le faire. Ces pays ont de bonnes relations commerciales et diplomatiques avec l'Occident. Mais à mesure que leurs voisins s'effondreront, ils auront énormément de travail pour faire face à cette pression. De plus, le Nigeria n'a déjà plus les moyens de soutenir le boom démographique qu'il a connu ces dernières décennies. Sans un commerce mondial bon marché et abondant, les Nigérians vont commencer à avoir de sérieux problèmes pour s'approvisionner en biens de première nécessité. La situation sera très difficile si les Nigérians ne trouvent pas un moyen de maintenir leurs routes extérieures sûres et stables. Et l'Afrique du Sud se dirige elle aussi rapidement vers la catastrophe, surtout à mesure que la politique anti-blanc se radicalise. Car, que vous pensiez ou non qu'il s'agit d'une théorie du complot, cela n'a pas d'importance. Parce que si vous allumez la télévision et voyez les principaux hommes politiques ou candidats promouvoir ouvertement la mort de votre race, vous n'y réfléchissez pas à deux fois. Vous partez du pays dès que possible.
Et le départ de la population blanche d'Afrique du Sud va encore plus fragiliser la structure économique sud-africaine, au point de la rendre insoutenable. Nous avons déjà vu cela au Zimbabwe. La fuite des fermiers blancs, qui constituèrent la main-d'œuvre qualifiée dans l'agriculture du pays, a fait chuter la production alimentaire à des niveaux catastrophiques. Nous pourrions donc observer la même situation en Afrique du Sud. Ailleurs sur le continent, la situation restera critique en raison de leur dépendance à la structure commerciale mondiale. Donc je suis désolé, mais l'Afrique ne pourra pas non plus remplacer la Chine. Nous parlons de crise historique de famine, de pénurie de médicaments et d'eau dans la majeure partie du continent, même si ce n'est pas partout. Mais les rares pays qui résisteront devront affronter une immigration massive. Ce n'est sans doute pas un vrai problème pour eux, puisqu'ils ferment aisément leurs frontières et tirent sur ceux qui tentent d'entrer. Mais ce seront des images dévastatrices de crise humanitaire, mais pour ne pas dire que tout est perdu. Il y a une chance ici depuis le Brésil, avec son génie génétique dans l'agrobusiness et son expérience, de réussir à transformer l'Afrique en productrice de nourriture. Cela est en cours de discussion et de recherche. Mais dans ce cas, il ne s'agirait pas de l'Afrique remplaçant la Chine comme marché consommateur, mais du Brésil investissant en Afrique et la transformant en une force de production alimentaire autosuffisante, ce qui permettrait de minimiser les dégâts. Donc de toute façon, le problème est qu'il n'y a personne pour remplacer la Chine d'ici 2050 au moins, ce qui est un signe grave pour le Brésil, qui va devenir hyper vulnérable à toute oscillation du futur chinois. Et tout cela parce que, entre 2000 et 2020, il n'y a eu aucune planification nationale au niveau stratégique. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et rejoignez-nous aussi sur nos autres réseaux, Instagram et Telegram, pour rester au courant des nouveautés de la chaîne. Et partagez la vidéo avec tous vos proches, parce que cela m'aide beaucoup à continuer à vous apporter ce type de contenu. À bientôt et à la prochaine vidéo, bisous.